le sommet pour l'action sur l'intelligence artificielle. Exactement. Tu viens de me dire, donc en effet, pile dans 4 mois, on est le 11 octobre, donc 11 octobre, 11 février 2025. Donc, c'est un événement qui fait suite à des sommets précédents, à Bletchley Park en novembre 2023, et puis à Séoul en mai dernier. Mhm. Euh, donc, il y a un cycle qui a été lancé par les Britanniques. Euh, Maintenant, on va aussi un petit peu faire revoir un petit peu l'agenda de de cet événement. Il y a 5 grands Ouais. chantiers qu'on aborde. Et Tu peux aussi, nous les rappeler oui, bien sûr. Donc, le premier étant l'intérêt général. Donc, évidemment, c'est le cœur, je dirais, du sujet et presque même la raison principale pour laquelle on fait ce sommet. C'est on veut contribuer à l'intérêt général à travers l'IA. Donc, évidemment, santé, environnement, éducation, ce pourquoi l'IA peut être très utile et faire la différence. L'avenir du travail, aussi un chantier immense. Comment est-ce que l'IA va transformer complètement nos modes de travail? Innovation et culture. Ouais. Donc, et là-dedans, on met à la fois la recherche, la création culturelle, et donc qui est aussi évidemment un chantier immense. IA de confiance, Mhm. c'est toutes les questions qui tournent autour de comment on fait pour maîtriser les risques de biais, désinformation, d'hallucination, enfin tous les risques Ouais. maintenant qu'on connaît par cœur Ouais. liés à l'IA. Et last but not least, la gouvernance mondiale de l'IA. Comment est-ce qu'on fait pour collaborer au niveau mondial sur ce sujet? Bonjour Philippe. Bonjour Nicolas. Philippe Huberdeau. Donc Philippe, je suis ravi de te recevoir sur le podcast Comptoiria. 98e épisode, presque 100. Déjà, Le temps passe vite, mais toujours autant de choses à dire. On est le 11 octobre 2024 et je suis hyper content de te recevoir sur le podcast. Philippe, donc toi, pour les auditeurs et l'audience qui nous regarde sur YouTube, donc toi, tu t'occupes de Scale Up Europe. Tu t'occupes, et ça nous intéresse énormément, donc de l'AI, du sommet pour l'action sur l'intelligence artificielle qui aura lieu en février 2025. 10 et 11 février 2025. Donc dans pile 4 mois, sommet pour l'action sur l'intelligence artificielle. Donc c'est hyper important que la France organise cet événement. Tu vas nous en dire plus. Et donc toi, tu es rattaché au Quai d'Orsay. Absolument. Et, euh, merci beaucoup Diplomate de d'être ici. formation. Et diplomate. Merci beaucoup de Et me je, recevoir. avec plaisir. Je pense que justement, donc, tu es aussi ici parce que tu as eu des expériences sur ces sujets à l'international. Et c'est ce qui fait encore plus ta valeur pour l'organisation de ce sommet. Donc merci d'être ici. On est ravis. Philippe, pour commencer, la question traditionnelle un petit peu, c'est qu'est-ce qui se passe dans l'IA générative depuis ChatGPT? Comment est-ce que tu as vécu ce mouvement et ces développements depuis 1 an et demi, bientôt 2 ans? Alors, comment j'ai vécu? Comme tout le monde, évidemment, j'ai été pris par surprise, je pense. Je pense qu'on peut dire ça. Et bluffé par les développements successifs. Euh, donc, comme tu l'as mentionné, je suis ça de près aussi dans mon activité. Mhm. Et donc, j'ai vu que il y a un petit shift, j'ai l'impression, entre une course à meilleure IA générative généraliste Ouais. au début et une tendance récente plus à la spécialisation et à voir comment on peut progresser davantage sur certains cas d'usage particuliers et avoir une certaine spécialisation, y compris des modèles des grands acteurs, hein. Donc, tu nous parles un petit peu de spécialisation, de verticalisation ou, euh, ou spécialisation Je dirais spécialisation. Je pense au One Strawberry, par exemple, qui Bien tu sûr. vois, vont dans une direction qui rapproche les modèles plus du raisonnement logique Ouais. et donc les rendre plus utiles pour les applications scientifiques. Et on a vu récemment avec l'actualité des prix Nobel qu'il peut y avoir des applications scientifiques majeures. Donc il y a ce type d'évolution qu'on voit. Et puis aussi tout ce qui se passe, et qu'on ne connaît pas complètement, mais qu'on peut un peu deviner. Et il y a quand même des choses qui sortent sur la transformation des modèles pour essayer d'aller plus loin.
les fait aller dans certaines directions qui peuvent effectivement les rendre un peu plus spécialisés. Oui, d'accord. Je comprends très bien. En effet, tu as raison. Ce modèle O1 Strawberry d'OpenAI, tant attendu, en vrai, moi, je vais te faire une confidence, je m'en sers pas tous les jours. J'essaye de m'en servir, mais c'est vrai que c'est un modèle avec son mécanisme de chaîne de pensée et le temps qu'il peut prendre pour la réflexion sur les sujets, qui est particulièrement intéressant. On l'a vu pour les experts, pour les mathématiciens, pour les chercheurs, mathématiciens comme Terence Tao, pour les chercheurs. Et donc, en effet, tu as raison, ce n'est pas forcément le modèle du quotidien. Je suis bien d'accord. Bon constat. Euh, Philippe, deuxième question. Est-ce que toi, tu utilises l'IA générative? Quels outils est-ce que tu utilises? Alors bien sûr, moi je gravite entre ChatGPT, Claude et Mistral, le chat. Ok, Et un peu Perplexity aussi pour les recherches. d'accord. Donc, tu es quand même un amateur de LLM, quoi. Amateur, amateur. Oui, oui, oui. Tu utilises pas mal. Est-ce que tu as un usage un petit peu secret ou une technique qui fonctionne bien que tu pourrais nous révéler sur ton utilisation de l'IA générative? Alors, j'ai pas de technique secrète, mais j'ai une application à laquelle je pense c'est une confidence que m'a faite un des founders des grands producteurs de modèles américains. Donc, je vais pas le citer parce que je n'avais pas demandé d'autorisation, mais qui me dit que il se sert de son modèle pour écrire son journal. Et donc, en fait, il donne à son modèle accès à un certain nombre de données sur tous ses flux, ses communications, etc. Et avec ça, il lui-même prend des notes pour son journal. Et en fait, c'est le modèle qui met en forme son journal en l'enrichissant. Et il s'aperçoit que c'est hyper efficace et que ça lui apprend des choses sur lui-même. Waouh! Et donc, ça veut dire qu'il donne accès à son modèle sur un maximum de ses informations Ouais, digitales, numériques, quoi, typiquement ses emails, peut-être son ouais. calendrier, ses notes, pourquoi pas ses transcripts de réunion. Et donc, tu nous parles un peu d'auto-journaling, c'est ça, enfin, d'un journal tenu par l'IA Ouais, sur lui-même. ouais, Ok. Fondateur d'un grand modèle, tu dis? ouais. Ah, je pense que je sais. Je pense que son prénom commence par un D. Tu pourrais nous dire. Ah, bah, Non, non. Mais écoute, c'est un cas qui est très intéressant. Euh, En effet, c'est hyper marrant de pouvoir tenir un journal comme ça avec l'IA. je te dirai offline qui c'est. Parfait. Euh, Sur la prise de notes, j'ai reçu dans ce studio juste avant toi Julien Codorniou de Félix Capital, ancien de Meta, Microsoft. Il m'avait donné un outil de prise de notes qui s'appelle Granola, qui est excellent. Je le réutilise un petit peu. C'est pas le plus simple à comprendre et à prendre en main, mais ça me fait penser un petit peu à ce que tu décris. Parce que typiquement, tu vois, en fait, ce Granola qui a une super UX, il fait ton transcript de réunion. Et en fait, par contre, pendant la réunion, tu vas taper deux, trois mots importants sur une feuille blanche. Et à partir, tu vois, de ces deux, trois mots et de tout le transcript, il va te créer quelque chose de génial. Et de temps en temps, un peu sur des templates déjà préétablis qui fonctionnent très, très bien. Et on en a reparlé suite à l'épisode. Donc, Granola, super outil aussi. Super. Euh, Merci Philippe. Et donc, allons directement sur le cœur du sujet, parce qu'on y arrive. C'est donc le sommet pour l'action sur l'intelligence artificielle. Exactement. Tu viens de me dire, donc en effet, pile dans 4 mois, on est le 11 octobre, donc 11 octobre, 11 février 2025. Euh, je trouve ça fantastique que la France organise cet événement. Est-ce que tu peux nous le présenter un petit peu et nous en dire plus? Bien sûr. Donc, c'est un événement qui fait suite à des sommets précédents, à Bletchley Park en novembre 2023, et puis à Séoul en mai dernier. Mhm. Donc, il y a un cycle qui a été lancé par les Britanniques. Euh, Maintenant, on va aussi un petit peu revoir un petit peu l'agenda de cet événement par rapport à ce qu'ont fait les Britanniques. On ne va pas refaire exactement la même chose. Euh, Sachant que aussi le contexte a changé, comme on a vu, tout va très vite, donc il faut s'adapter aussi au contexte.
Le contexte dans lequel les langues britanniques prenaient place, c'était un contexte qui était très traversé par les inquiétudes sur les risques extrêmes, euh, et avec notamment cette fameuse pétition qui avait été lancée l'année dernière. Le moratoire par oui, Future of Life. of Life. Parler du risque extrême, comme tu dis, risque existentiel. Ouais. On se demandait on pointait du doigt qui signait ou qui ne signait pas ce moratoire. En effet, c'était euh, une, euh, un moment épineux, une vraie chasse aux sorcières, donc un contexte particulier. On n'est plus sur les mentalités ont évolué depuis. Bah, je pense que le contexte a évolué quand même. On est revenu à un débat plus apaisé et équilibré. Et puis aussi, c'est un débat qui quand même passionnait dans l'écosystème, évidemment, la Silicon Valley et dans un milieu de connaisseurs, mais répondait pas aux besoins et aux attentes de tous les citoyens, toutes les boîtes, quoi. Et donc l'idée du sommet, c'est bien ça, c'est en fait de prendre à bras le corps la mesure de cette révolution technologique qui est apportée par l'IA dans tous ses aspects, révolution économique, sociale, culturelle, et de répondre à tous les enjeux, à la fois les opportunités et les risques quand il y en a, il peut y en avoir bien sûr, pour que ça soit une révolution technologique qui soit vraiment pour le bien commun, pour le bien de l'humanité, et qui embarque tout le monde, auquel tout le monde peut adhérer. Écoute, je trouve ça fantastique. Euh, quand j'ai créé ce podcast il y a 1 an et demi, je l'ai fait exactement sur la même idée. Je me souviens, j'en parlais donc à Laodis, un ami fondateur de Argile, et je lui disais que sur le podcast, je voulais parler un petit peu de l'impact sociétal de l'IA. Et surtout pas uniquement, par exemple, de sujets de développeurs, de tech sur l'IA. Et je pense que c'est ce qui fait que je suis encore là avec ce podcast, c'est que justement, en fait, le sujet est beaucoup trop important et touche tous les domaines de la société. Tu viens d'en parler, donc l'éducation, les entreprises, à un moment ou un autre, la politique, la recherche. Et je trouve ça super que vous le traitiez comme ça. Et pour faire ça, du coup, on va inviter très largement, pour avoir un processus très participatif Mhm. et très inclusif, à la fois évidemment en termes de pays et de régions de l'ensemble du monde, mais aussi en termes d'acteurs. Ouais. Et donc il n'y aura pas simplement les gouvernements, les chefs d'État et de gouvernement, il y aura aussi la société civile au sens large, donc évidemment les développeurs, les fondateurs de boîtes, mais aussi les chercheurs, mais aussi les associations, les syndicats, les créateurs culturels, pour participer à ce sommet et dessiner aussi des solutions. Parce que le mot Mhm. action qu'on a mis au cœur du titre, évidemment, a un sens. Le sens, c'est que tout ça soit orienté vers l'action et des solutions qui servent à tous. Action, ça résonne aussi beaucoup. Euh, on est passé donc en Europe par. Donc on a parlé beaucoup de l'AI Act, de régulation. Parler maintenant d'action et de ce sommet, je pense que c'est vraiment très important. C'est une bonne manière de démarrer 2025. Comme disait Eric Schmidt, en tout cas dans la mentalité américaine, on ne peut pas séparer régulation de action, d'innovation. Et je pense que là, c'est le bon moment pour faire en sorte qu'on ne soit pas à la traîne, qu'on ne soit pas, comme l'avait dit le président Macron, donc les premiers à réguler sans être, euh, sans avoir la capacité de créer et de maîtriser ces technologies, quoi. Tout à fait. Tout à fait. Non, c'est vraiment ça l'objectif. Et il y a aussi, évidemment, l'idée que ça doit être une révolution qui bénéficie à l'ensemble des régions du monde, que ça ne doit pas être limité à des happy few. Et donc, c'est aussi orienté vers notamment les pays du Sud pour s'assurer qu'eux aussi en bénéficient et ne soient pas laissés effectivement sur le bord du côté. Alors, sur l'orga, donc 10 et 11 février 2025, vous avez trouvé un lieu, ça va se passer à Paris. On a presque trouvé un lieu. Je ne veux pas Mhm. encore le donner parce que c'est une information Ouais. dont la primeur revient au président de la République, mais ça sera à Paris, bien sûr. Et donc, euh, on accueillera effectivement les chefs d'État et de gouvernement du monde entier à Paris.
et comme je disais, aussi les acteurs de l'écosystème du monde entier à Paris. Et donc on parle de chefs d'État, on parle des présidents, Tout à fait. et on parle... donc on va suivre avec beaucoup d'intérêt le résultat, le sort des élections américaines qui vont se tenir en novembre. Euh, mais pas que, comme tu disais, j'imagine donc plein d'autres présidents et du Sud aussi, ça c'est très important. Euh, et après, donc, des fondateurs, des chercheurs sur aussi donc, toutes les technologies les plus avancées, les plus grands modèles d'intelligence artificielle du monde. Donc, on va avoir des guest stars, Sam Altman, Dario Amodei, Arthur Mensch, qu'on n'arrive jamais à voir. Bien sûr, ils seront invités et on espère qu'ils viendront. Ils étaient déjà là à Bletchley Park, notamment au Royaume-Uni, donc on espère qu'ils reviendront avec cet agenda renouvelé, mais je pense qu'il ne peut que susciter un intérêt renouvelé aussi de leur part. Et puis eux-mêmes, ils arrivent avec effectivement plein de nouveautés. Voilà, ils auront sans doute aussi, entre maintenant et février, il y aura encore plein de choses qui vont se passer, c'est sûr. On peut penser aussi à Elon Musk, Jensen Huang de Nvidia. On invitera tout ce qui compte dans l'IA mondiale. Je trouve ça génial. Comme la dimension mondiale, c'est quand même super ambitieux. Et c'est ce qu'il faut, hein, parce qu'on est sur une technologie de toute façon qui ne s'arrête pas aux frontières. Oui, tout à fait. C'est une des particularités de cette technologie et ce qui fait aussi le sens et l'intérêt d'avoir un sommet international sur le sujet. C'est que ça ne peut pas être... on ne peut pas aborder cette révolution juste chacun dans son coin. On est obligé de le faire de manière collective. En parallèle de ce sommet, je pense que j'ai cru comprendre qu'un de tes objectifs, un de vos objectifs dans l'organisation, c'était peut-être aussi de faire passer un message un petit peu donc, à la société et de communiquer un petit peu dans les 4 mois qui restent aussi, en particulier, auprès de la population. Tout à fait, parce que effectivement, on a passé un petit peu cette vague, on va dire, anxiogène du débat sur les extrêmes, mais il y a un risque qu'on soit maintenant dans une période plus je dirais, de scepticisme, que ce soit au niveau des individus ou des entreprises d'ailleurs, par rapport à l'IA, en se disant oui, c'est super, mais à quoi ça sert et à quoi ça me sert moi et pourquoi je m'en saisirais maintenant et pas dans 6 mois ou 1 an. Et donc, le risque que je vois d'un point de vue français et européen, c'est un risque de l'attentisme et qui serait vraiment très dommageable par rapport à la vitesse à laquelle ça va, et notamment aux États-Unis, parce que ça n'aiderait évidemment pas nos entreprises, quelles qu'elles soient, et évidemment encore moins nos boîtes d'IA qui mettent sur le marché des produits et qui ont besoin d'avoir des débouchés. Donc, il faut qu'on embarque et qu'on parle effectivement au plus grand nombre pour leur montrer tous les intérêts que représente cette technologie. Je pense que c'est hyper important. En plus, au final, on voit quand même que sur certains outils, on a un petit peu de retard sur le déploiement en Europe. Donc pour diverses raisons, hein, on parle de l'AI Act, des politiques de données, d'un bras de fer un petit peu entre l'Europe et les GAFAM. Mais au final, sur certaines fonctionnalités hyper importantes, on a parlé du mode vocal avancé de ChatGPT récemment, par exemple. On parle de Meta AI. Pour rappel, Meta, sur l'ensemble des applications, c'est quand même 3,2 milliards d'utilisateurs. Donc l'IA va être déployée dans toutes les applications. Au niveau européen, on n'y a pas accès non plus. Et en effet, comme tu le dis, avoir quelques mois de retard, peut-être 6 mois de retard là-dessus, ça peut être vraiment dommageable. On peut se dire, tiens, imagine si on avait eu Internet 6 mois après, quoi, tu vois. Je pense qu'en fait, il y a des points de croissance, de productivité, mais aussi tout simplement de maîtrise de la technologie qu'on risque de perdre. Tout à fait. Mais c'est aussi pour ça que c'est d'autant plus important de développer des acteurs européens pour ne pas être complètement dépendant des acteurs d'un seul pays ou d'une seule zone. Parce que, effectivement, il faut
différentes raisons commerciales, réglementaires, autres. Ils peuvent décider de pas nécessairement nous prioriser. Et donc, c'est pour ça qu'on a besoin aussi d'avoir nos acteurs à nous. Je pense à une question que je n'avais pas préparée, mais quand on discute, quand je t'entends parler, je me dis justement, est-ce que la Chine a été invitée Mais ouais, au sommet? tout à fait, tout à fait. La Je pense que Chine, c'est hyper important et ça m'intéresse ouais, beaucoup parce qu'on parle souvent aujourd'hui un petit peu d'une lutte ou d'une course plutôt entre les États-Unis et la Chine pour être ouais, les plus en avance sur l'IA, avec deux fonctionnements différents qui ne se parlent pas forcément beaucoup, la langue, des applis différentes, des modèles différents. On peut de temps en temps retrouver quelques modèles open source, mais on sait toujours jamais, c'est jamais évident quand on a un modèle en chinois. Euh, et donc, on voit un petit peu cette course entre ces deux pôles géants. Peut-être qu'on a quelque chose de très intéressant à faire à l'occasion de ce sommet, en se plaçant au niveau français, au milieu, exactement. quoi. Ouais, ouais. Non, mais tu as tout à fait raison. On a une carte à jouer, effectivement, européenne entre ces deux grands acteurs que sont les États-Unis et la Chine sur l'IA. Et, les Anglais avaient pris la décision à Bletchley Park d'inviter les Chinois. Et donc, je pense que c'était une bonne décision parce que, certes, ils fonctionnent un petit peu en circuit fermé pour plein de raisons, mais ils font aussi des progrès incroyables et ils représentent aussi une part incontournable de la population mondiale. Donc, on ne peut pas les mettre à l'écart d'une discussion comme ça. Ouais. Excellent. Euh, sur le sommet, donc, ça doit être un sacré boulot d'organiser tout ça au niveau logistique. Mais je pense que toi, tu as déjà, Philippe, tu avais une expérience par rapport à ça par le passé. Oui, ouais, ouais, tout à fait. Il se trouve que j'avais organisé aussi le sommet du G7 à Biarritz en Mm. 2019, qui était aussi une grosse organisation, euh, avec des contraintes plus spécifiques au lieu, et avec déjà à l'époque l'IA qui était à l'ordre du jour. Alors, ce n'était pas encore aussi haut dans l'agenda que ça ne l'est aujourd'hui, mais c'était déjà sur l'agenda des leaders. Et c'est donc à Biarritz en 2019 qu'on a lancé le partenariat mondial sur l'intelligence artificielle, qui est en train de franchir de nouvelles étapes, puisque c'est un partenariat mondial qui est en train de se structurer, de se renforcer, qui sera donc évidemment aussi présent au sommet. Super. Euh, comment est-ce qu'on peut suivre un petit peu donc l'agenda, l'évolution, l'organisation du sommet? Donc il y a un site internet, vous allez faire des événements, des publications. Tout à fait. Il y a un site internet, Sommet pour l'action sur l'IA, qui est hébergé par le site internet de la présidence de la République, mais c'est un mini-site au sein du site de la présidence, mais où il y a toutes les informations sur toutes les thématiques qu'on aborde. Il y a 5 grands Ouais. chantiers qu'on aborde. Et Tu peux aussi, nous les rappeler? oui, bien sûr. Donc, le premier étant l'intérêt général. Donc, évidemment, c'est le cœur, je dirais, du sujet et presque même la raison principale pour laquelle on fait ce sommet. C'est on veut contribuer à l'intérêt général à travers l'IA. Donc, évidemment, santé, environnement, éducation, ce pourquoi l'IA peut être très utile et faire la différence. L'avenir du travail, aussi un chantier immense. Comment est-ce que l'IA va transformer complètement nos modes de travail? Innovation et culture. Ouais. Donc, et là-dedans, on met à la fois la recherche, la création culturelle, et donc il y a aussi évidemment un chantier immense. IA de confiance, c'est toutes les questions qui tournent autour de comment on fait pour maîtriser les risques de biais, désinformation, d'hallucination, enfin tous les risques maintenant qu'on connaît par cœur liés à l'IA. Et last but not least, la gouvernance mondiale de l'IA. Comment est-ce qu'on fait pour collaborer au niveau mondial sur ce sujet? Donc voilà, donc un agenda très large, mais des sujets très, très importants et d'actualité. Et donc sur le site, il y a aussi toutes les informations sur comment on peut contribuer dès aujourd'hui à la discussion, voilà, avec différents appels à contributions qui sont en cours. Et puis un calendrier aussi d'événements qu'on a labellisés qui vont se dérouler à partir d'aujourd'hui jusqu'au sommet et qui contribuent aussi au débat et à l'agenda du sommet.
Super. J'encourage tout le monde à y aller. Moi, j'ai vu le site, il est très bien fait, très clair. Ce que tu décris, intérêt général, avenir du travail, en fait, je trouve ça super parce que d'un côté, on va sur du très concret, les préoccupations des Français aussi, directement, et qui se posent des questions, qui posent des questions donc, dans les meet-up, dans les familles, dans les entreprises, sur en effet, ben, c'est quoi le travail demain avec l'IA, euh, c'est quoi l'éducation, sur quoi il faut se former, toutes ces questions d'intérêt général, d'éducation, d'avenir du travail. Et de l'autre côté, j'entends bien ce que tu me donnes en last but not least, la gouvernance. Et quand je t'entends en parler, je me dis que on en a parlé pas mal avec Sam Altman au moment du moratoire il y a 1 an, il y a 1 an et demi. Mais concrètement, depuis Bletchley Park, enfin, à ma connaissance, il n'y a pas eu d'initiative mondiale sur la gouvernance qui s'est mise en place sur l'IA. On avait parlé on avait dit que l'agence sur l'énergie atomique, par exemple, c'était un modèle intéressant. Voilà, mais aujourd'hui, il n'y a pas d'instance mondiale Mm. qui a été mise en place. Non, il y a beaucoup d'organisations internationales qui parlent de l'IA, effectivement, mais il n'y a pas d'instance, je dirais, un petit peu qui centralise le débat. Le partenariat mondial pour l'IA pourrait être cette instance dans sa nouvelle forme renforcée et structurée, mais tout reste effectivement à construire pour mettre en place cette gouvernance, tout à fait. Et tu mentionnais le parallèle qui est fait parfois avec l'AIEA Oui. pour l'énergie atomique, qui est pas forcément le meilleur de mon point de vue, Mhm. pour une raison en fait très simple, c'est que sur l'énergie nucléaire et donc l'arme Ouais. atomique, la technologie était une technologie qui était maîtrisée par les États et qui encore aujourd'hui est très largement une technologie qui est le privilège des États. Et Mhm. sur l'IA, la grande spécificité et la grande différence, évidemment, c'est que ça vient du privé et que Ouais. tout pratiquement est entre les mains du privé. Tout à fait. OpenAI, c'est plutôt un projet Manhattan à l'envers, hein. Enfin, en effet, on vient du privé, même si aujourd'hui, il y a de plus en plus de liens avec la Maison-Blanche, le gouvernement américain. Tu as raison, en effet. On n'est pas du tout sur un projet euh, à l'initiative des gouvernements. Ouais. C'est une différence fondamentale. Euh, donc écoute, ce sommet, ça va être passionnant. Euh, et en vrai, je pense qu'on n'est pas sur un événement corporate ou sur de la com. Réunir tous ces acteurs ensemble, en fait, euh, ça se fait pas tous les jours, quoi. Et je pense qu'en effet, c'est la bonne occasion pour qu'il y ait une prise de parole et qu'il y ait des décisions qui soient prises. Ouais. Ouais. Avec ce pont effectivement qui est créé entre les décideurs politiques et les décideurs du privé, qui est effectivement nécessaire. C'est la conclusion logique de ce qu'on vient de dire, c'est que Oui. ça ne peut être que un effort collaboratif entre le privé et les gouvernements. Mais alors, quand vous organisez ce sommet avec l'Élysée, je suis pas familier avec cette organisation, vous organisez justement des moments un petit peu pour que ces acteurs se parlent, les gouvernements, et Bien qui sûr, ouais, prennent des décisions. Tu vois, tu bien les mets sûr, autour de la table, en fait, c'est ça? bien sûr, Enfin, bien sûr. ok. Tu Ouais, leur dis, parlez-vous, quoi. Enfin, ouais. décidez de quelque chose. Parlez-vous, oui. Ouais. Ouais, Mhm. ouais, ouais. Ok. C'est super. Ça fait, il y a quelque chose qui a beaucoup fait parler aussi, il y a quelques semaines, c'est le rapport de Mario Draghi, heu, donc l'ancien, président de la Commission européenne, La Banque centrale européenne. de la Banque centrale européenne. Merci Philippe. Hem, qui a fait un rapport en disant qu'il fallait faire très attention parce qu'on avait un risque de décrochage de l'Europe au niveau économique et technologique. Il a recommandé un plan d'investissement de 800 milliards d'euros. Il a rapporté ça donc à Ursula von der Leyen. Et, et donc, et là-dessus, donc on se dit, ben oui, il faut faire un gros investissement. Attention, c'était vraiment une piqûre, il y a eu une urgence. Je crois que le président Macron, justement, euh, a réagi là-dessus et a plutôt abondé dans ce Tout à fait. sens-là. Euh,
Comment est-ce que tu l'as vu, ce rapport Draghi, toi, Philippe? Écoute, j'ai vu comme effectivement un signal d'alarme Ouais. nécessaire, hein. Le ton du rapport est assez alarmiste. Mmh. Euh, euh, mais on ne parle pas non plus de rien. Et effectivement, tu mentionnes que ça a été accueilli par le président de la République, puisque c'était aussi ce qui était au cœur de l'initiative Scale Up Europe, dont je me suis occupé, Mmh. qui était de mettre en place des instruments au niveau européen qui permettent aux boîtes de la tech de passer à l'échelle avec notamment des financements renforcés. Donc on a déjà des instruments quand même qu'on a commencé à mettre en place au niveau européen Mmh. et sur lesquels on peut construire, j'en cite deux, le Conseil européen de l'innovation, qui est un petit peu le fonds VC de la Commission européenne Ouais. dédié à la deep tech, pour le dire de manière assez simple et concise. Mais donc, il joue un rôle très utile parce qu'il apporte des financements à des boîtes de deep tech qui ont sinon beaucoup de mal à se financer. Ouais. Et donc, maintenant, il le fait de manière vraiment. Il a été lancé il y a 2 ans et ça tourne et ça finance des boîtes comme Pascal, par exemple, enfin, tu vois, des très belles boîtes. Passman, c'est beau et c'est des gros investissements, Eh en oui. effet. Ouais, tout à fait. Et le deuxième, c'est un fonds qui a été mis en place auprès du Fonds européen d'investissement, qui est un fonds de fonds, et donc qui là vient abonder les fonds VC pour leur permettre, les fonds VC européens, pour leur permettre de monter en gamme et d'avoir une masse critique plus importante pour participer à des rounds plus late stage qu'ils ne faisaient auparavant. Puisqu'on s'est aperçu que quand on regarde la chronique de nos réussites, de nos pépites, y compris françaises, de nos licornes, etc., en fait, on voit que le financement, les sources de financement changent au fur et à mesure que la boîte monte en gamme. Et au Ça début, change de couleur, c'est quoi. très français, Ouais. voilà, et après, ça devient autre chose. C'est d'autres financements du reste du monde. Et donc, l'idée de ce fonds de fonds, qui là aussi est en place et a commencé à fonctionner, c'est de permettre de créer des fonds late stage avec un ordre de grandeur en tête de 1 milliard, qui est une taille qui permet de faire des gros tickets et d'accompagner les boîtes dans leur développement. Et on voit que dans l'IA, effectivement, c'est très important d'avoir cette puissance de feu aussi. Ah, évidemment. Et quand tu parles de ça, on voit très bien l'intérêt. On pense forcément ici à Mistral. Et Mistral, c'est vrai qu'en tout cas, euh, ben, on a eu cette évolution très rapide avec des capitaux américains, A16Z sur Andreessen Horowitz sur Mm, le dernier tour de table. mm. Et en effet, bah, on parle d'un tour de table qui était de 600 millions de dollars sur une valo de 6 milliards. C'est sûr que n'importe quel fonds peut pas intervenir, n'importe quel véhicule ne peut pas intervenir sur ces montants sans avoir cette dimension late stage dont tu parles. Ouais. Ouais. Hmm. Donc voilà, donc le rapport Draghi, oui, c'est un signal d'alarme nécessaire. Maintenant, effectivement, on va voir ce que la commission, donc puisqu'il était remis à la commission et Ursula von der Leyen, Hmm. la nouvelle commission qui se met en place en ce moment, va en faire. Ouais, ouais. Euh, bah, écoute, je pense comme tu le dis, en fait, tout simplement, il y a une urgence là-dessus. Il faut réagir le plus vite possible et massivement. Euh, Aujourd'hui, là, juste avant qu'on démarre le podcast, j'ai vu passer, je ne sais pas si tu as vu parce que ça vient de sortir, mais c'était la soirée Tesla, la soirée organisée par Elon Musk. Tu n'as pas vu ça? Alors, ça faisait 2 3 jours que j'en entendais parler. Elon Musk sortait un petit peu, tu vois. Enfin, il y avait un événement Tesla où on savait qu'ils allaient sortir des innovations. Ce que j'ai vu il y a 1 heure, là, pourtant, je passe quand même mon temps à aller chercher, tu vois, un peu tout ce qui se passe sur la tech, sur l'IA, sur la robotique. Là, ce que j'ai vu il y a 1 heure, et je te le montrerai tout à l'heure, c'est hallucinant. Euh, et quand tu parlais d'urgence, en regardant ça, je me disais, waouh, les États-Unis avec Musk et avec Tesla montrent une vision d'un monde qui est futuriste et 30 ans en avance sur nous. Il vient de faire la démo, si tu veux. Tu vois les robots Optimus qui se Mm. baladent dans la rue. Tu en as une quinzaine. Ils vont à une allure qui est quasiment humaine. Ils sont déguisés en cow-boy. Ils servent des cocktails, si tu veux, derrière un bar.
Tout ça n'étant pas fait sur scène, tu vois, mais vraiment avec le public qui participe à côté. Il y a des... Et ensuite, après, ils te présentent le robotaxi et le robovan de Tesla, qui sont 100% autonomes et qui ont un design, mais un design hallucinant, extraordinaire, quoi, tu vois. Et tu vois ça, tu te dis, mais c'est complètement dingue. Et, euh, et ces sujets de robotique, donc il parle d'une production de masse en 2027 sur ces robovan, robotaxis, et ces sujets de robotique-là sont tellement importants parce que et le robot Optimus, c'est en avoir chez tout le monde, en fait, pour, euh, quelques, pour entre 15 000 et 30 000 dollars. Et ensuite, après, sur le robovan et le robotaxi, c'est des véhicules qui sont 100% autonomes. Donc on est un petit peu sur le changement de plateforme dont parlait Cathy Wood de Arc Invest, où on a quelque chose d'extraordinaire, c'est des véhicules autonomes qui se baladent toute la journée, ce qui fait que tu n'as même plus besoin d'avoir autant de voitures en circulation, tout est optimisé. Et, euh, et là, et pareil, donc pour les robotaxis, ils parlent de 30 000 dollars, et on voit ça dans 2-3 ans. C'est fou, C'est dingue. c'est fou. Cette arrivée de la robotique comme ça, c'est incroyable, en extension de l'IA. Exactement, ouais. C'est clair on voit qu'il y a une connexion, une reconnexion qui va se faire très fortement entre les deux. Ouais. Et sur la robotique, pour l'instant, en France, en Europe, en tout cas, malheureusement, on n'y est pas vraiment. C'est sûr que les dominants là-dessus, c'est quand même les États-Unis avec Tesla Optimus, Figure Robotics, One X, et les Chinois avec les Unitree, tout ça, quoi. Mais ça peut arriver rapidement aussi. Effectivement. Et on a quand même quelques belles boîtes aussi en Europe. ABB fait des trucs très bien. Hmm. Et- Donc, robotique, super intéressant. Euh, et après, donc, l'autre nouvelle que je voulais commenter avec toi, Philippe, c'est les prix Nobel. Alors, ça, Ah, c'était donc hier, hier avant-hier. Donc, je crois que le Nobel, c'est une institution suédoise, il me semble. Peut-être que toi, en tant que diplomate, tu connais ça mieux que moi. Euh, et donc, 2 prix Nobel ont été décernés. Donc, pour le prix Nobel de physique, une des personnes qu'il a eu, c'est Geoffrey Hinton. Donc, donc un des papes du deep learning ouais. avec Yann Lequin, ancien de Yoshua Google Bengio. DeepMind, Ouais, exactement, et Yoshua Bengio, que peut-être que tu connais d'ailleurs bien sûr. avec ton expérience au Canada. Oui, tout à fait. Effectivement, ils avaient reçu le prix Turing conjointement, Yann, Yoshua et Geoffrey. Hmm. Si jamais tu pouvais m'aider un jour à essayer d'avoir Yoshua Bengio sur le podcast, ce serait vraiment fantastique. Il parle Pourquoi pas? français. Bien sûr. Euh, donc, prix Nobel de physique pour Geoffrey Hinton. De l'autre côté, prix Nobel de chimie pour Demis Hassabis, fondateur et CEO de Google DeepMind aujourd'hui. Et à chaque fois, il y a une ou deux personnes avec eux qui ont aussi ce prix Nobel. Et, euh, et donc, franchement, c'est assez extraordinaire. Ça met encore un spotlight sur l'IA comme s'il n'y en avait pas déjà assez. Ce que tu me disais, et c'est très vrai, que le prix Nobel, il leur est décerné parce que leurs travaux vont permettre de progresser dans ces domaines, pas uniquement pour leur recherche en soi, parce que aussi ça va permettre d'aller plus vite sur la physique et la chimie. Euh, et je suis très curieux donc d'avoir ton sentiment sur ces prix Nobel IA. Mon constat, moi, c'est que je vois, on disait software is eating the world, le logiciel avale le monde. Maintenant, on dit AI, l'intelligence artificielle avale le software, et quasiment AI, l'intelligence artificielle avale la science, quoi, quand je vois ça. Ouais, non, mais effectivement, c'est une nouvelle incroyable, euh, mais qui est très aussi logique, parce que on avait conscience déjà, on voyait bien que l'IA jouait un rôle incroyable, notamment dans la discovery des médicaments, et que ça pouvait jouer un rôle aussi très important dans d'autres domaines scientifiques. On parlait de Owen Strawberry qui va aussi dans ce sens-là. Donc, c'est quelque chose de logique.
Moi, je pense que c'est très bien que ça arrive avant notre sommet, parce que ça montre aussi justement toute cette phase positive de l'IA et tout ce que l'IA peut apporter à l'humanité en faisant gagner un temps fou dans les découvertes scientifiques. Je veux dire, ça raccourcit les délais d'une manière incroyable. Et donc, que ce soit pour les médicaments, évidemment, mais pour d'autres choses aussi, raccourcir les délais de découverte, c'est voilà, enfin, sauver des vies et améliorer la vie de millions de personnes dans le monde. Donc, je trouve que c'est une super nouvelle. Et après, on a eu aussi un peu cette discussion. Question, c'est est-ce que ça veut dire que l'IA est déjà tellement développée qu'elle est l'équivalent en intelligence d'un prix Nobel? Je pense que ce serait un raccourci un peu trop rapide. Mais en tout cas, on voit que l'IA est un outil fantastique au service des scientifiques. Et je pense que c'est intéressant aussi de voir que ça illustre la richesse de la collaboration entre intelligence humaine et intelligence artificielle. Ah ouais, tout à fait. T'as raison, ça fait plaisir en fait de voir des nouvelles qui sont juste positives. Accélérer la recherche, en fait, on veut pas dire que c'est pas bien, et surtout en plus quand on quand on la fait avec, quand c'est l'être humain qui a son initiative et donc qui la pilote. Donc ça, c'est vraiment génial. Pour la blague, j'ai vu certaines personnes qui proposaient que le prix Nobel de littérature soit attribué directement à ChatGPT pour le coup, mais il l'a pas eu. Et ouais. Euh, donc, euh, donc, ces prix Nobel, c'est incroyable. Autre sujet dont je voulais te parler, moi, que je trouve assez extraordinaire, Philippe, c'est moi, je passe mon temps euh, à évangéliser gratuitement sur la technologie des assistants de réunion. J'utilise ça en permanence pour toutes mes réunions, évidemment en le disant à mes interlocuteurs, en les prévenant. Donc, j'enregistre les réunions, un petit robot les enregistre pour moi. Je préviens mes interlocuteurs. En échange, je leur dis que je m'occupe du compte-rendu de réunion. Et avec un LLM, ensuite, je peux faire un résumé très très vite, une proposition commerciale très très vite. Je gagne un temps incroyable. J'estime que je gagne entre 4 et 6 heures par semaine grâce à ça. Pour moi, ça, c'est une technologie euh, qu'on voit moins que ChatGPT, parce que c'est un peu derrière, quoi. Mais c'est dingue. Et j'entendais cette semaine sur un podcast Stanislas Niox-Château de Doctolib qui disait qu'il lançait la consultation sans les mains pour les médecins et les professionnels de santé. Et il disait que c'était incroyable, qu'ils gagnaient minimum 2 heures par jour, qu'ils adoraient, et que les patients, enfin, croisaient le regard de leur médecin, tu vois, ou de leur soignant, ce qui n'était pas le cas depuis des années, parce qu'ils passaient leur temps à remplir, à renseigner des données, tu vois, sur les ordi. Bien sûr, bien sûr. Je trouve que c'est génial. En plus, on parle des données de santé qui sont un peu encore sensibles. Le fait que ça parte en flèche comme ça sur ça, euh, toi, tu le vois arriver, ce cas un petit peu de l'assistant de réunion dans notre quotidien. Ah bah oui, 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 on voit bien, enfin, que tu le dis, hein, que ça fait gagner un temps fou, et donc c'est un cas d'usage qui va logiquement se développer très, très rapidement. Dans mon cas personnel et mon activité, ça sera sans doute prendre un peu plus de temps, parce qu'il y a aussi des contraintes voilà, de sécurité et de confidentialité qui font que on peut apprendre n'importe quel instrument sur étagère. Mais sur le fond, bien sûr. Ouais, bien sûr. Ça va être génial. Est-ce que tu as des startups, des boîtes de l'IA en France que tu suis, que tu nous recommandes un petit peu, que tu trouves qu'ils font vraiment un super travail? Ah bah oui, oui, il y en a, Tu peux nous en plein. mentionner Ouais, 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 quelques-unes? ouais. J'espère que je les connais. Oh, je pense que tu dois les connaître, oui. Bon, il y a Playas, je suis sûr que tu les connais, je me demande si tu n'as Bien pas déjà sûr, invité. bien sûr. Je trouve que ce qu'ils font Comment est il s'appelle, génial. notamment Pierre-Carl Langlais. Pierre Carl, évidemment. Excellent Pierre euh, Carl. et donc, ce qu'ils font est juste essentiel, c'est-à-dire qu'ils produisent des sets de data qui sont à la fois multiculturels, multilingues, et donc qui évitent les biais culturels de sets de data qui seraient à dominante anglo-saxonne,
et qui sont libres de droit et donc qui règlent le problème des droits d'auteur, qui est encore effectivement une grande question ouverte pour les données d'entraînement. Et donc, ce travail est incroyable et on suit évidemment de très près ce qu'ils font. Ouais. Une autre boîte que je pourrais te citer, c'est Nukai, que tu connais peut-être pas. Pas sûr. Nukkai. Et donc, Nukai, eux, je dirais leur titre de gloire, c'est d'avoir créé un algorithme qui a battu les champions du monde de bridge. Ouais. Donc, tu vois, tu as eu Deep Blue, tu as eu AlphaGo. Bien sûr. Et donc, eux, ils se sont attaqués au bridge. C'est-à-dire que le bridge, tu passes à un niveau supérieur parce que par rapport aux échecs ou au Go, parce que tu as plusieurs joueurs. Donc, tu as un phénomène de coordination, de coopération, évidemment, entre les joueurs. Et puis, il y a une partie de l'information qui est cachée. Donc, c'est assez tricky. Et alors, ce qui est encore plus fort, c'est que par une approche un petit peu originale, qui n'est pas uniquement une approche, je dirais, par les réseaux neuronaux, mais qui hybride ça aussi avec du calcul sémantique, il arrive à réduire de manière vertigineuse la consommation d'énergie et de compute. Ah. Et donc, le modèle qui a battu les champions du monde de bridge, qui est développé par Nukai, consomme 200 000 fois moins d'énergie qu'AlphaGo. Wow. Donc, tu vois, ça ouvre des perspectives hyper intéressantes. Ouais, bien sûr. Ça, c'est très important parce que, écoute, la question environnementale, je pense qu'on va en parler aussi lors du sommet. Évidemment. Ces modèles, ils consomment énormément d'énergie. Elon Musk, dont on parlait tout à l'heure, il a son data center Colossus avec 100 000 et bientôt 300 000 GPU. On parle déjà de 2% de l'énergie mondiale, de l'électricité mondiale, qui est consacrée au data center. Ça pourrait passer à 4% d'ici 2026-2027 avec l'impact de l'intelligence artificielle. Donc oui, le sujet dont tu parles avec Nukai, c'est l'importance énorme. Ouais, très bien. Philippe, petite question aussi. Toi, ta vision sur l'IA au niveau société, au niveau de la société, l'impact sur l'éducation, comment est-ce que tu vois ça? Il y a des gens à qui ça fait peur. Il y a des gens qui nous disent comment vont faire nos enfants. Ils vont arrêter de réfléchir, grosso modo. Ils vont donner leur capacité de raisonnement à l'IA. Comment est-ce que tu vois, toi, l'éducation et l'IA? Ouais, c'est sûr que ça va transformer complètement notre approche de l'éducation. Voilà, il va y avoir un shift qui va se faire. Mais enfin, si on prend un petit peu de distance, on a dit ça aussi de la calculatrice, on a dit ça aussi de l'Internet. Et on a dit ça de l'écriture. On a dit ça, ouais. J'ai vu cet exemple il n'y a pas longtemps. On parlait de la première grande hybridation majeure, l'écriture. Et où on se disait, attends, pourquoi c'est trop facile de retenir des choses en les écrivant sur des tablettes il y a entre 2 et 5 000 ans, quoi. Finalement, on s'en est pas trop mal sorti. Ouais, voilà, donc. Mais c'est sûr que voilà, il y a encore beaucoup de choses à inventer sur comment s'adapter et adapter nos modèles éducatifs dans un univers avec de l'IA. Il y a des pays qui vont très loin dans ce domaine-là. Les Émirats arabes unis ont lancé un programme à grande échelle de tuteurs personnalisés pour tous leurs élèves, leurs étudiants. Oui. Donc voilà, il y a plein de choses à faire. Et puis il y a aussi plein comme tu vas le savoir, de profs, y compris chez nous, qui expérimentent au quotidien voilà, la façon de se servir de l'IA en classe pour créer du contenu pédagogique. Donc, ouais, bien sûr. Je pense que c'est des modèles, pour moi, c'est des exemples hyper importants. Je parlais des médecins, des personnels soignants tout à l'heure. Tu parles des profs. En vrai, on parle, sur ces professions, on parle de burn-out depuis des années. Et je pense que, curieusement, tu vois,
ils se saisissent très très vite de l'IA. Et je pense que ça les aide beaucoup. Ouais, ouais, ouais. Alors tous ne s'en saisissent pas. Donc l'idée, c'est aussi que voilà, ça soit un mouvement qui Hmm. soit généralisé, parce que certains peuvent en avoir peur ou ne pas savoir comment faire. Et donc euh, c'est aussi important, voilà, de les rapprocher. Bien sûr. Euh, Philippe, si toi, tu avais l'occasion de poser une question à une IA du futur, à une IA qui s'est hyper bien développée et une IA de 2030, un petit peu le super ordinateur, quelle serait cette question? Alors, quelle question poser à une IA de 2030? Je pense que la question que j'aurais envie de poser, c'est euh, comment arrêter les guerres dans le monde? Une question de ce type-là. C'est Mhm. une question insoluble, mais bon, si on se dit qu'on a une super intelligence, après tout. Hmm. Euh, Donc, en fait, oui. Donc, tu es ouvert quand même dans ta tête au fait qu'une une super intelligence puisse nous aider à mieux gouverner, à résoudre certaines grandes questions, certains grands problèmes, comme tu dis, les guerres, les problèmes environnementaux et tout ça, quoi. Bah oui, 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 non, il faut être. Je pense qu'il faut rien exclure. À la vitesse où ça évolue, qui sait ce dont sera capable l'IA en 2030. Enfin, Bien sûr, bien sûr. C'est vrai que donc moi je le dis souvent sur le podcast, mais je suis toujours épaté, étonné par les capacités de ces modèles qui vont, qui ne cessent de s'accélérer et à tous les niveaux. Euh, sur l'intelligence artificielle générale, AGI, Mhm. donc le moment où l'intelligence artificielle a des capacités humaines équivalentes ou supérieures à l'être humain dans toutes les disciplines et de manière générale et donc non spécialisée. Alors, je suis très content de pouvoir en parler avec toi parce que je trouve, et tu me diras ce que tu en penses, qu'on n'en parle pas en France. Mm. Pas du tout. Et très sincèrement, de temps en temps, j'ai l'impression de sortir un gros mot. Voilà. Sauf que ce qui se passe, c'est que les entreprises les plus avancées sur l'intelligence artificielle, OpenAI et Google DeepMind, parlent d'AGI, en tout cas, à tous les niveaux. C'est dans la première ligne en fait, de leur constitution, Ouais. de ce qu'ils cherchent à faire. C'est comme ça qu'ils recrutent leurs chercheurs en fait, pour venir dérouler l'AGI. Oui, évidemment, ça peut faire peur et ça change beaucoup de choses, mais on n'en parle pas en France, on en parle beaucoup aux États-Unis. Donc j'ai deux questions par rapport à ça, Philippe. C'est est-ce qu'on va en parler au sommet? Et ensuite, toi, si tu as une timeline, mais alors là c'est vraiment hypothétique, quelle est cette timeline? Alors, pas d'ici le sommet en tout cas. Carrément. Euh, non, on va en parler au sommet, bien sûr, puisqu'au sommet, on va parler de toutes les questions. Donc, ça en fait partie, évidemment. Et c'est aussi en filigrane ce qu'il y a au cœur du rapport que va remettre Yoshua Bengio au sommet. Yoshua Bengio a été mandaté à Bletchley Park de faire un rapport très important sur Risks and Capabilities de l'IA Mhm. et de le faire de manière collaborative avec les scientifiques du monde entier. Donc, il travaille là depuis donc de longs mois avec une centaine de scientifiques, de chercheurs du monde entier pour faire la synthèse de l'état de nos connaissances Ok. sur l'IA et donc des capacités. Et donc, il va remettre son rapport au sommet. Et cette question-là, évidemment, fait partie et au cœur de ce rapport. Hmm. Donc, bien sûr que ce sera. Très bien, excellent. Donc il y aura en plus une matière, des travaux sur lesquels s'appuyer. Ça, c'est intéressant. Ouais, ouais, tout à fait. Parce que l'idée aussi de ce sommet, c'est vraiment de se baser sur la science. Euh, euh, Parfois, on dit, pour résumer un petit peu l'approche, et c'est la formule qu'a utilisée le président de la République, une approche des 3 S. Ok. Euh, Science, solution et standard. Donc on veut s'appuyer sur la science, savoir
exactement où on en est, où on va, Très bien. trouver et inventer et créer des solutions, et aussi essayer d'avancer vers des standards communs à l'échelle mondiale parce qu'on en a besoin pour avancer. Écoute, c'est top. Ah, franchement, j'adore ça. C'est très clair, on s'en souvient. C'est mes mots techniques. Science, solution et standard. Super. Ça permet quand même de donner le là et de Ouais. comprendre ce qu'on va y faire donc dans 4 mois. C'est super. Et sur la timeline, non, j'en ai pas. Et d'autant moins que moi, je suis assez sceptique sur le fait, la capacité à reproduire quelque chose qui soit identique à l'intelligence humaine. Genre, c'est tellement spécifique que je pense qu'il y aura toujours un petit gap, en fait, quelque part. D'autant plus que qui peut définir ce qu'est l'intelligence? C'est hyper difficile à définir, en fait. Très difficile. Et quand tu vois les résultats des modèles d'IA aux différents tests, tu vois qu'en fait, chaque test est très frustre et à ses limites. Et très vite, en fait, on se dit, bah non, c'est pas vraiment convaincant. Même le fameux test de Turing, maintenant, il est passé évidemment haut la main par de nombreux modèles, mais on se dit, bon, ok, mais il résume pas tout. Ou même le test de QI. Tu as de nombreux modèles aujourd'hui qui ont de très bons résultats à test de QI, mais que ce soit pour les machines ou pour l'homme, on est un peu revenu du test de QI. On se dit, ouais, en fait, ça englobe pas vraiment tous les aspects de l'intelligence. Ouais, c'est très intéressant. Je pense qu'en fait, on s'embarque vraiment sur un voyage en accéléré, sur mieux comprendre l'intelligence. Euh, Mais au final, c'est ça ce qui est ce qu'a fascinant, fait. c'est que Hmm. cette révolution de l'IA, elle nous amène aussi à nous interroger nous-mêmes sur notre intelligence et sur ce que nous sommes. Ouais, tout à fait. C'est ce qu'a fait, c'est ce qu'a décrit Geoffrey Hinton. Enfin, j'ai vu une vidéo où il parlait de ses débuts, en tout cas, qui l'amènent aujourd'hui, donc, qui l'ont amené au prix Nobel enfin, au prix de Turing et ensuite au prix Nobel de physique. Mais ce qu'il disait, en fait, c'est qu'il s'intéressait à l'intelligence, tu vois, de manière large, et, euh, et qu'il avait étudié la psychologie, la philosophie, euh, la science dure, tu vois, la biologie, l'étude du cerveau. Mhm. euh, et ensuite, pour en arriver, tu vois, en effet, cette compréhension de l'intelligence par les réseaux neuronaux, le deep learning, le machine learning, donc en lien avec l'informatique, quoi. Ouais. Ouais. Et au final, c'est là que, en tout cas, on a eu qu'on a le plus grand, les plus grands progrès sur cette compréhension. Ouais. Euh, et c'est vrai que c'est très vaste. Moi, il y a une définition que j'aime bien, c'est François Chollet qui dit ça de Google. Il dit euh, Intelligence is what you use when you don't know what to do. Mais c'est pas tout. Ça n'explique pas tout non plus. Ouais. Voilà. C'est une bonne formule. Philippe, la dernière question. Est-ce que tu as un livre ou un film, ou les deux, de science-fiction à nous recommander? Alors, j'en ai deux. Excellent. Un livre et une vidéo, pas un film, mais une vidéo. Le livre que je recommande, que j'ai lu récemment, c'est Un animal doué de raison de Robert Merle, qui a été porté à l'écran par Mike Nichols, c'est Le jour du dauphin. Ah, je ne connais pas. Écoute, super. Écoute, c'est sur les expérimentations qu'a faites l'armée américaine dans les années 60 sur les dauphins pour développer leur intelligence et en faire des auxiliaires pour l'armée américaine. Et donc, ça pose plein de questions sur justement la frontière de l'intelligence entre l'intelligence humaine, l'intelligence animale. Et donc, c'est très intéressant. Super, super. Et le deuxième, c'est une vidéo, alors qui n'est pas récente, qui date de 1947. Ok, un classique. Voilà. Qui a été faite par Barjavel, donc auteur de science-fiction évidemment classique. Ravage, notamment. Voilà. Et donc, c'est une vidéo qui s'appelle Télévision, l'œil de demain. Et donc, il se projetait dans le futur. Ça dure, je crois, 20 minutes. Et c'est bluffant de voir comment il a eu vraiment une intuition incroyable sur ce que pouvait être le futur. Et donc, j'en dis pas plus. Je pense qu'il faut voir la vidéo pour se. Ça se trouve sur YouTube? Oui, bien sûr. Dans toutes les bonnes pharmacies. Excellent. Philippe, mille merci d'être venu sur ce podcast. Merci à toi. Je pense que c'était le bon moment. On va suivre de très près
Euh, donc les avancées, le chemin vers ce sommet pour l'action sur l'intelligence artificielle, je pense que la France a un rôle extraordinaire à jouer aussi entre donc, les deux grandes plaques, les États-Unis, la Chine. Euh, c'est un moment excellent pour faire en sorte que toute la population entende parler, progresse avec l'IA et sache de quoi il s'agit. Donc bravo, c'est génial de mener ça. Euh, on va suivre vraiment toutes tes communications là-dessus. Je pense que tu vas avoir beaucoup de boulot dans les semaines qui viennent, mais c'est en même temps, pour le coup, un moment essentiel, clé. Donc, Absolument. Non, c'est- c'est une aventure exaltante, en tout cas, de pouvoir contribuer à un projet comme ça, sous la conduite du président de la République. Et donc, évidemment, je vous donne rendez-vous sur Internet pour visiter le site web et puis au mois de février pour le sommet. merci beaucoup, Philippe. Merci à toi. Vous êtes arrivé au bout de l'épisode. Félicitations. Dernier effort, notez-moi 5 étoiles. Le podcast Comptoir IA est soutenu par l'accélérateur Allianz, toujours à la pointe de l'innovation technologique. Contactez-moi sur LinkedIn pour continuer à échanger sur l'IA. À bientôt!